Alors, bonjour tout le monde. La thématique du congrès offre une occasion de s'interroger sur la place de l'événement dans la réflexion théorique sur le savoir historique. Cette réflexion qu'on nommait jadis philosophie de l'histoire et aujourd'hui plus communément théorie de l'histoire renvoie notamment au fondement épistémologique de l'histoire. Les contributions en théorie de l'histoire ont été et sont encore jusqu'à aujourd'hui en bonne partie produites dans deux univers de discours évoluant de manière parallèle sans presque jamais se féconder mutuellement. Celui des philosophes et celui des historiens enclins à la théorie, qui ne sont pas si rares qu'on dit. Le constat que Mink faisait en 1967 dans History and Theory tient toujours. Neither seems to take account of the other, or even to be curious about its existence and direction. L'objet de cette communication sera d'illustrer ce clivage au sein de la théorie de l'histoire à partir d'un enjeu précis, soit la question de l'événement. La communication se divise en deux parties. La première présente un portrait nécessairement schématique de la question de l'événement au sein des réflexions épistémologiques des philosophes de l'histoire. La seconde s'intéresse à la question de l'événement telle que discutée ou abordée par les historiens, et ce à partir d'une base documentaire, celle de la RAF, entre 1947 et aujourd'hui. Véritable enjeu carrefour, l'événement est un prisme essentiel pour comprendre le rapport discursif que les historiens entretiennent avec leur métier. Première partie, philosophe et événement. Les philosophes de l'histoire ont longtemps pensé le savoir historique à travers la notion d'événement. Illustrons-le à travers les quatre grands programmes de recherche qui ont structuré son développement historique. Le premier programme est celui de la philosophie critique de l'histoire. L'inspiration allemande, néo-kantienne, elle a été importée ailleurs par des penseurs comme Aron en France ou Collingwood en Grande-Bretagne. La grande thèse de ce programme, l'histoire est une science à son propre titre. Elle ne suit pas une démarche nomologique à l'instar des sciences de la nature, mais une approche idiographique. Les événements historiques ne se comprennent pas comme un cas de phénomène général, mais toujours en les particularisant davantage en fonction de leur contexte. Autant dans ce premier programme cherche-t-on à particulariser l'événement, à le spécifier, à approfondir sa signification pour le comprendre, autant les tenants d'un second programme de recherche, associé à la figure de Hempel, considère que l'histoire, si elle souhaite être une véritable science, doit réduire cette particularité de l'événement en le rapportant à une forme de généralisation pour l'expliquer. Une explication historique ne sera dite scientifique que si elle met en relation l'événement qu'elle décrit à des conditions générales et une loi. Trois mots-clés permettent de comprendre le modèle nomologique et déductif hempelien, le covering law model, à savoir loi, cause et explication. Un événement est expliqué quand il est couvert par une loi et ses antécédents sont légitimement appelés ses causes. La question du caractère unique ou singulier de l'événement historique est donc refoulée ici. Le propre de l'explication est d'abolir ce caractère. En conséquence, les covering laws ne peuvent rendre compte des événements historiques dans toute leur complexité. Ces derniers ne peuvent être subsumés sous de telles lois qu'en les simplifiant, qu'en évacuant certains de leurs aspects ou dimensions. Le philosophe Dre a tenté d'atténuer ce modèle en développant une explication non pas nomologique, mais une explication rationnelle. L'historien explique et cherche à comprendre les causes, mais il doit s'efforcer d'expliquer un événement en élucidant les raisons qui ont poussé les acteurs à agir de la façon dont ils ont agi. Dans ce modèle de causalité sans égalité, expliquer revient à montrer que ce qui a été fait était la chose qu'il fallait faire, vu les raisons et les circonstances, que l'action était appropriée. La connaissance historique diffère donc en nature de la connaissance scientifique nomologique. Elle n'est pas déductible, elle est quête d'intelligibilité. Le troisième grand programme de recherche est celui du narrativisme, qui peut se résumer schématiquement par la formule « raconter, c'est déjà expliqué ». Les tenants de ce programme, des plus modérés comme Danto et Mink, aux plus radicaux comme White et Ankersmith, soulignent la place centrale du récit dans le savoir historique. À leurs yeux, les événements historiques n'existent que par les choix narratifs dont ils procèdent. Les événements, à quelque part, sont constitués ou procèdent de leur mise en intrigue narrative. Contre ce qu'ils perçoivent comme un danger pour la vérité en histoire, les tenants du quatrième programme de recherche en philosophie de l'histoire ont cherché à proposer un modèle du savoir historique qui tienne compte davantage de l'expérience disciplinaire des historiens, d'où son qualificatif d'empirique. Ces philosophes ont souvent étudié le traitement historien d'événements débattus, comme la Révolution américaine, la guerre civile anglaise, pour tenter de dégager la rationalité argumentative disciplinaire propre à l'histoire.
Or, qu'elle se réfère pas peu ou mal à la pratique historienne, les analyses que les philosophes produisent du savoir historique, et c'est là le nœud du problème, contiennent, selon Ming, almost no references to what historians have written on historiography. C'est comme si l'épistémologie de l'histoire pratiquée par les philosophes ne tient pas compte du discours que les historiens tiennent sur leur savoir, ce qu'on pourrait appeler l'épistémologie historienne. Comme en fait foi cette remarque d'Avizer Tucker, adepte du 4e programme, pour qui la nature de l'histoire is independent of the professional self-consciousness of historians. C'est précisément cette conscience professionnelle que nous voulons explorer à travers la question de l'événement aujourd'hui. Donc, deuxième partie, historien-événement. Quelques avertissements s'imposent ici. Il ne s'agit pas de retracer la moindre parole historienne sur l'événement, mais seulement lorsque l'événement est abordé comme concept général. Il ne s'agit pas non plus d'une analyse sémantique exhaustive de comment les historiens ont employé le mot, ni d'un exercice d'historiographie analysant la place de l'événement dans les études empiriques historiennes, mais plus modestement, une enquête sur l'événement comme un enjeu des représentations que les historiens et les historiennes se font d'eux-mêmes et de leur savoir disciplinaire, à partir du corpus documentaire des écrits réflexifs parus dans la RAF. Notons enfin que je ne chercherai pas à mettre en relation sociologiquement ces représentations avec leur contexte socio-institutionnel de production. Au-delà du lieu commun, que l'événement est associé à une histoire historisante, qui a laissé sa place à une histoire sociale fortement inspirée par l'école des Annales, notre analyse préliminaire a identifié 5 déclinaisons par lesquelles les historiens ont thématisé la question de l'événement. 1. L'événement est l'objet de l'histoire. 2. L'événement est l'identité disciplinaire historienne. 3. La dialectique événement-structure. 4. Événement et récit. Et 5. Événement et commémoration. Afin de respecter le temps qui m'est alloué aujourd'hui, je m'arrêterai uniquement sur les 2 premières déclinaisons. La première déclinaison, l'événement est l'objet même de l'histoire. Cela est manifeste pour toute la période, mais peut-être davantage au début de la revue. La notion d'événement est presque synonyme à celle de fait, dans une acception passive. C'est-à-dire l'événement ou les événements existent indépendamment de l'historien, comme s'ils existaient sans son intervention subjective et méthodologique. En somme, l'événement est assimilé à la réalité historique même. Dans un des premiers numéros de la RAF, Charland se livre à un exercice de méthodologie très inspiré du manuel méthodiste de Landgraf Seniobos, qui fait de la notion d'événement une catégorie fondamentale du savoir historique. La critique historique s'applique à filtrer les témoignages, à y démêler l'élément objectif d'avec l'élément subjectif, c'est-à-dire distinguer la part qui revient aux événements de la part qui revient aux états d'âme des témoins. Pour Charland, les événements parlent d'eux-mêmes, pour autant que les historiens demeurent vigilants. À peine 7 ans plus tard, cette conception fut critiquée par un historien de la génération suivante, soit Claude Galarneau. L'histoire, a-t-on accoutumé de le dire, c'est le récit et l'explication du passé, nous dit-il. Le passé, ce sont les événements, les faits. Et la connaissance de ces événements repose sur les documents, des textes. L'histoire est une science soumise, une science soumise aux documents. Or, cette identification de l'objet historique aux événements et aux faits pose problème aux yeux de Galarneau, car elle est circulaire. Qu'est-ce qu'un fait? Un fait, c'est un événement dont les textes nous ont conservé le souvenir et que l'on considère comme vrai et important au préalable. Ainsi, un fait, c'est un événement. Et un événement, c'est un fait. Inspiré par l'école des Annales et son insistance sur le rôle du présent en histoire, Galarneau considère plutôt que l'objet historique, ce sont les hommes. L'histoire serait une discipline scientifique dont l'objet n'est pas le fait ni l'événement, mais l'homme, ou plutôt les hommes vivant en groupe. Gilles Paquin et Jean-Pierre Wallot mobilisent aussi la notion d'événement pour définir ce qu'ils appellent l'objet de la science historique. L'histoire cherche à retracer ce qui s'est passé et pourquoi. L'opération historique, le faire de l'histoire, consiste donc à établir une série de rétrodictions et d'explications à propos d'un éventail plus ou moins large de réalités et d'événements passés. S'appuyant sur Febvre et Bloch, dont l'approche insistait sur l'importance du temps long et sur l'importance de la comparaison, Paquin et Wallot soutiennent qu'il ne faut pas s'arrêter au simple événement individuel. On ne pourrait pas prendre le pouls du procès évolutif qu'en situant les événements particuliers dans leurs coordonnées synchroniques et diachroniques. La question du temps, justement, en histoire, est aussi liée à celle de l'événement. Dans un article paru en 1975, Micheline Johnson soutient en effet que le temps historique, contrairement au temps vécu ou au temps spirituel, se réfère à l'aventure humaine considérée dans son déroulement et son épaisseur. Central à ce temps est l'événement.
qu'il s'agit d'interroger à partir de ces traces pour en déterminer, si possible, la causalité, la signification et la place exacte dans la succession des âges. Avoir le concept de temps historique, c'est donc comprendre que le présent est intimement lié au passé par tout un réseau de causes et de relations, et que les différents événements du passé sont également liés entre eux par un treillis de causes et de conséquences. La deuxième thématique du traitement historien de la question de l'événement est liée à la première thématique et concerne l'identité disciplinaire de l'histoire. Ici, la question de l'événement est abordée comme un moyen pour les historiens de démarquer leur discipline de A, d'autres disciplines, notamment la littérature et les autres sciences sociales, B, d'autres professions s'intéressant au passé, notamment le journalisme, et C, d'autres rapports au passé, notamment la mémoire ou encore l'idéologie. Jean Hamelin soutient qu'il existe autant d'histoires qu'il y a d'historiens. Or, le dénominateur commun des disciples de Clio est qu'ils ne veulent pas rompre avec le contingent, c'est-à-dire l'événement et le vécu. Ils n'ignorent pas que des déterminations pèsent sur les individus comme les sociologues, mais ils sont sensibles au possible, donc au hasard, à la liberté, aux potentialités insoupçonnées de l'homme et aux événements qui parfois sont des avènements qui rendent toute chose nouvelle. L'historien s'intéresse au vécu concret de l'expérience de l'homme en société. Il ne cherche aucunement à expliquer en fonction de lois. Sa quête est une quête de sens et de signification. La connaissance historique, selon Nicole Gagnon et Jean Hamelin, s'élabore donc dans un univers ambigu, structuré par la subjectivité de l'historien et par l'objectivité de l'événement. L'événement en histoire n'est pas un obstacle à franchir, un élément à subsumer dans un modèle pour accéder à un système d'intelligibilité abstrait ou général. Aussi parce que l'événement en soi et son objet, le savoir historique est fondamentalement ouvert, contrairement à celui du discours idéologique qui enferme l'événement dans un univers de signification en l'instrumentalisant. La dialectique incessante entre l'historien et l'événement fait en sorte que la connaissance historique se prête continuellement à une remise en question. Gagnon et Hamelin accordent une place importante à la visée de l'historien dans cette dialectique. À une vision axée sur l'édification de la cité correspondra à une histoire fortement idéologisée. Manipulation symbolique des hommes en vue d'action collective ou cautionnement des significations que l'historien prête aux faits du présent par leur projection sur des événements passés. Mais à une entreprise décollée des préoccupations des gens d'aujourd'hui correspondra une authentique connaissance historienne. Ce n'est pas que l'historien refuse la fonction sociale que lui attribue l'idéologue, il refuse de s'y asservir. Le présent ne détermine pas le discours historique. Si sa vision du monde influence indéniablement les questions que l'historien pose au passé, elle n'influence pas les réponses qu'il va en tirer. Selon Gagnon et Hamelin, cette nuance fondamentale distingue l'historien du philosophe, qui s'efforce de donner à l'événement et au processus historique une signification absolue qui puisse satisfaire certaines exigences existentielles de l'homme, et de l'idéologue qui cherche dans le passé les justifications d'une action politique. Dumas a aussi souligné que l'événement est un ancrage dans la dialectique entre le passé et le présent. L'histoire, disait-il, est toutefois une idéologie comportant son propre mécanisme de contestation, à savoir la référence aux événements passés envers lesquels elle a un souci tout particulier. La référence aux événements empêche la raison de se contempler librement et sans contrainte dans le passé. Les événements rendent la conscience de l'historien opaque à elle-même et la renvoient sans cesse à son objet. L'histoire ne saurait donc s'identifier simplement à l'idéologie car elle considère les faits dans leur irréductibilité. L'histoire consiste en une dialectique entre idée et événement, entre présent et passé. L'idée agit comme une sorte d'aimant où viennent se rassembler les événements significatifs. Mais à l'inverse, l'idée est indéfiniment relativisée et remise en question par les événements. Gagnon, dans son article sur le rôle et la nature de l'historiographie, publié en 1973, reprend Dumont pour nommer le lieu commun le plus vieilli de la pensée historienne, à savoir écrire vraiment l'histoire, c'est s'intéresser à la multiplicité des événements passés estimés pour eux-mêmes. C'est par cette voie que l'histoire, comme savoir, peut prétendre à ce qui, aux yeux de Dumont, est un vocable beaucoup trop rigide et beaucoup trop simpliste pour elle, l'objectivité. Commentant la réflexion dumontienne, Gagnon estime cependant qu'en pratique, la connaissance historique procède par choix. À son caractère sélectif s'ajoute ce que la méthode historique appelle les critères d'arrangement et d'importance. Pour Gagnon, en effet, le choix de la période, de l'événement, du thème, est en lui-même révélateur d'une démarche idéologique. L'idéologie intervient aussi au niveau de l'explication elle-même.
Gagnon souligne que l'explication causale, principalement dans le cas d'un événement à cause multiple, demeure encore largement soumise aux servitudes idéologiques. C'est qu'encore aujourd'hui, la science historique n'est pas parvenue, et parviendra-t-elle jamais, se demande-t-il, à dégager l'importance relative des facteurs multiples de causalité. Dans un autre ordre d'idées, Jacques Rouillard parle de l'événement pour montrer en quoi le travail de l'historien peut parfois être difficile à concilier avec d'autres médias s'intéressant au passé. Il nous parle de sa déception lorsqu'il a participé à des documentaires télévisuels. Comme historien, il m'apparaissait important et intéressant de relever le contexte économique et politique des événements, alors que le scénariste du film n'en a pas vu l'intérêt. Ma formation me portait à interpréter dans une large perspective, alors que le scénariste s'attachait uniquement au caractère spectaculaire des événements. Le même raisonnement s'applique, prétend-il, dans nos rapports avec les journalistes qui nous sollicitent pour donner notre point de vue sur un événement d'actualité. Il arrive souvent là aussi qu'un long entretien ne se traduise que par un court entrefilet dans un journal ou encore parfois qu'on ne rapporte pas exactement notre point de vue. Dans les deux cas, cependant, Rouillard remarque que parler des événements donne aux historiens une plus large diffusion et peut même porter des lecteurs à lire leurs travaux. Bon, ça concerne ici la fonction sociale de l'histoire. Conclusion rapide. J'ai voulu, par cette communication, aborder la question d'événements pour montrer la place centrale qu'elle occupe finalement dans les réflexions théoriques des historiens, mais aussi pour tenter là, de rapprocher deux univers de discours, celui des historiens et des philosophes, qui se préoccupent tous les deux des fondements épistémologiques de l'histoire. Présentement, il y a un programme de recherche en philosophie de l'histoire, le programme empirique ou naturalisé, qui prétend qu'il faut aller voir ce que les historiens font pour bien faire la philosophie de l'histoire. Alors, c'est pour ça que j'ai été motivé à aller voir les réflexions des historiens dans la RAF. Je vous remercie de votre attention.